Donc, Mounir Bouif de l'ECA. Je travaille dans l'unité évaluation numérique, dans l'équipe qui est dédiée spécifiquement aux méthodes alternatives. Et je vais vous parler des nouvelles approches disponibles et les perspectives pour les essais alternatifs à visée réglementaire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments que je vais vous présenter ont été déjà discutés par mes collègues de la DG1, par Sylvain, par Nathalie, aussi par Cécile. Donc, peut-être que je gagnerai aussi un petit peu de temps. Donc, pour structurer la discussion aujourd'hui, je vais commencer par présenter notre approche aux 3 R. Et qu'est-ce que ECA fait vraiment, quels travaux qui sont menés dans notre agence pour promouvoir les 3 R. Je présenterai aussi les nouvelles approches dans le contexte réglementaire, les défis, les difficultés, quelles sont les opportunités aussi qu'on voit, et comment on peut faire pour promouvoir et avoir une acceptance accrue au niveau de la réglementation, et vous donner aussi une réflexion personnelle et un avis de comment on pourrait évoluer dans ce domaine. Donc, je vais commencer par vous montrer ici notre approche aux 3 R. La promotion des méthodes alternatives à l'expérimentation animale figure parmi les objectifs de la réglementation REACH. Donc, elle fait vraiment partie intégrante du mandat de l'ECA depuis la création de l'agence. Et il s'agit bien sûr d'un sujet complexe, tant du point de vue scientifique que réglementaire, aussi éthique. Et d'une manière générale, les travaux à ECA sur les méthodes alternatives s'articulent autour de 3 axes principaux. C'est la mise en œuvre de ces nouvelles approches dans la stratégie réglementaire intégrée de l'ECA, ce qu'on appelle Integrated Regulatory Strategy. Ça, c'est le travail interne qu'on a pour tous les process réglementaires. Il y a la deuxième partie qui sont les activités que nous avons, les activités internationales de promotion des méthodes alternatives. Et le troisième pilier, le troisième axe, c'est l'utilisation des données et avoir ces données disponibles pour le plus grand public. Donc, je vais passer un peu plus de temps pour vous montrer sur cette diapo pour parler de tous les efforts que ECA met en œuvre pour promouvoir les méthodes alternatives. Donc, pour le premier axe, la mise en œuvre de notre stratégie réglementaire intégrée, ou alors le travail interne, on en a entendu parler, c'est l'utilisation des NAMs dans le grouping read across, donc dans la gestion des substances chimiques par groupe au lieu de les gérer par substances individuelles. Donc, nous utilisons les NAM dans la mesure du possible dans le cadre de l'IRS, donc dans notre stratégie interne, pour la détermination des priorités par groupe de substances. Donc, on traite les substances par groupe dans le but de donner la priorité à celles pour lesquelles on a besoin de produire plus de données encore. Et donc, ce qui est nécessaire pour parvenir à une conclusion sur les mesures appropriées pour la gestion du risque pour ces substances-là. Donc, en comparaison avec l'examen individuel des substances, il est clair que comme ça, on va avoir besoin de moins de tests animaux. On fait ça sur le groupement, le grouping, on le fait généralement sur la base de la structure de la substance chimique. Mais ce qu'on veut faire aussi, c'est utiliser les NAM pour avoir plus de données pour justifier le grouping. Donc, on va aller à une étape en plus. Nous fournissons aussi un soutien à l'industrie pour l'élaboration des tests, des stratégies de tests qu'on appelle les Integrated Testing Strategies. Donc, et là, chaque fois que l'industrie, on est en discussion avec elle pour les aider à établir ces Integrated Testing Strategies. On met aussi en œuvre les mécanismes prévus par la réglementation, la législation, pour réduire les essais inutiles sur les animaux, donc par le partage obligatoire des données, et aussi l'évaluation des propositions de tests ou testing proposals. Nous apportons aussi notre soutien à la Commission
quand c'est demandé en ce qui concerne l'utilisation des solutions de substitution. Et Sylvain, elle a juste discuté il a parlé des information requirements qui vont être adoptés dans la révision du REACH. Et là, on a travaillé étroitement avec la Commission pour donner notre avis sur les méthodes qui ont un potentiel pour être incluses dans la révision de REACH. En ce qui concerne nos activités extérieures, Nathalie a parlé tout à l'heure de le toolbox, donc le QSR Toolbox. ECA finance et co-gère intégralement le développement de cette boîte d'outils, le co-gère avec le CDE. C'est un outil complet d'évaluation des risques liés aux produits chimiques et aux investissements dans les 2 millions par an sur plusieurs années pour le développement de cet outil qui est utilisé par l'industrie pour l'enregistrement de substances dans REACH. Nous travaillons aussi étroitement avec le CDE, ça a été indiqué par Nathalie tout à l'heure, elle a montré tout l'éventail de lignes directrices qui sont adoptées par le CDE, et nous travaillons étroitement sur l'élaboration de certains qui respectent les exigences des 3R. Il y a les exemples par exemple, des essais in vitro, la combinaison d'essais in vitro et in silico pour l'irritation cutanée et oculaire. Ce sont des méthodes sur lesquelles aussi on a travaillé, on a donné notre avis et on a collaboré avec le CDE pour ça. On a d'autres collaborations avec le CDE, par exemple, pour les cadres d'enregistrement de données omiques, par exemple les transcriptomics, métabolomics, comment enregistrer ces données-là qui sont maintenant, la technologie est peut-être assez mature, mais on ne sait pas comment l'utiliser dans le cadre de la réglementation. Comment on peut faire ça? Donc, c'est quelque chose sur laquelle on a travaillé aussi avec le CDE. APCRA, c'est un consortium un groupe d'agences gouvernementales internationales. Donc, en Europe, il y a l'ECA, EFSA, mais aussi en Amérique du Nord, il y a l'Agence américaine pour la protection de l'environnement, Santé Canada, et aussi en Asie, en Australie. Et donc ça, c'est un groupe d'agences gouvernementales dont l'objectif est de promouvoir la collaboration et le dialogue entre ces agences-là réglementaires pour l'application et l'acceptation des méthodes alternatives. Et nous pensons qu'il est vraiment très important d'avoir ce dialogue à l'international, pas seulement en Europe, parce que même si les réglementations sont peut-être différentes, mais les outils techniques et les moyens scientifiques sont les mêmes. Et des fois, on peut s'inspirer de ce qui se peut se faire ailleurs. Si on revient en Europe, on travaille aussi en collaboration avec PARC, donc le partenariat européen pour l'évaluation des risques chimiques, PARC, et il y aura une présentation tout à l'heure par Christophe Roussel. Le troisième axe de notre approche des 3R à ECA, c'est vraiment de mettre ces données, d'avoir ces données disponibles et mettre les données de toxicité sur les substances chimiques à disposition du plus grand public. Donc, il y a, nous continuons toujours à investir dans la mise à disposition du grand public de ces informations-là. On entend beaucoup que les données ne sont pas publiques. Je veux affirmer ici que les données sur les produits chimiques qui sont enregistrés dans la base de données de REACH, les données publiques qui sont déclarées comme publiques par l'industrie, toutes ces données-là sont disponibles et peuvent être utilisées. Et nous déployons beaucoup d'efforts pour non seulement les mettre à disposition du plus grand public, mais aussi pour les avoir dans un format qui est utilisable pour le développement des NAM, c'est-à-dire on peut les utiliser avec des outils informatiques pour pouvoir développer des solutions de remplacement. Ça, ce sont les principales activités que nous mettons en œuvre pour développer et promouvoir les méthodes alternatives à ECA. Maintenant, on va discuter de la situation dans le cadre réglementaire. Ça a été discuté plusieurs fois et plusieurs des éléments que je vais vous dire maintenant ont été abordés par mes collègues avant. Donc, depuis
depuis pas mal d'années, quelques dizaines d'années, l'industrie et les autorités étudient les NAM, les méthodes alternatives dans le processus ou de développement de produits pour l'industrie ou alors dans des exercices de priorisation pour les autorités. Et il y a aussi beaucoup d'investissements qui a été fait, des investissements importants qui ont été réalisés dans la recherche et le développement de ces méthodes. Et toutefois, on ne voit pas qu'il y a une application réglementaire qui est très élevée de ces nouveaux développements. L'application reste assez limitée. Donc, pourquoi on a ça? Prenons par exemple REACH et CLP, qui sont un système générique de gestion des risques. Donc, la réglementation qui repose sur le principe de précaution et repose sur l'obligation des déclarants de garantir une utilisation sûre et de la communiquer aussi. Un tel système doit être relativement simple à utiliser, et pour l'industrie qui enregistre les données, et aussi pour les autorités qui appliquent la réglementation. Et on doit avoir une adéquation entre les différents textes de loi qui sont interdépendants, REACH et CLP. Ça a été expliqué très bien par Cécile tout à l'heure et par Sylvain, comment les classes de dangers sont définies et comment les exigences de données qui sont dans REACH permettent d'identifier ces classes de données. Donc, il y a toutes ces lois-là, ces réglementations-là doivent être en adéquation. Le CSS, ce qui est la stratégie de l'Union européenne pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, ça a été aussi mentionné que ça a pour ambition de parvenir à des produits chimiques qui sont plus sûrs, etc. Et on a défini de nouvelles classes de dangers. Donc, à l'heure actuelle, ça a été aussi dit plusieurs fois, à l'heure actuelle, cet objectif, pour être atteint, nécessite plus de données, c'est-à-dire plus de méthodes d'expérimentation animale. On sait que des tests in vitro, des combinaisons de tests in vitro, in silico, de nouvelles méthodes non animales peuvent aider dans ça, mais il y a toujours on aura toujours des limitations de l'utilisation de ces méthodes-là. Il y a aussi la perception qu'on a d'une surclassification en utilisant des méthodes non animales, qui a été aussi mentionnée par Sylvain tout à l'heure. En parlant des limitations, il y a un point très essentiel sur lequel je voudrais passer un peu de temps, et c'est accepter les incertitudes qui sont différentes entre les essais animaux ou essais traditionnels et les essais ou les informations qui peuvent être générées par des méthodes alternatives. Il y a maintenant une discussion au sein de la communauté scientifique sur la variabilité des tests animaux et même leur pertinence. Il y a une étude de l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis qui a mandaté l'Académie des sciences américaine pour regarder la pertinence des tests animaux et leur variabilité. Et ça va donner un étalon pour voir quel sera le degré de succès des méthodes alternatives si on utilise les méthodes traditionnelles, les méthodes animales comme benchmark. Il y a aussi la perception que les méthodes alternatives, vu le mode comment ils ont été conçus, les méthodes alternatives, si on prend la méthode in vitro par exemple, elles ont été conçues par exemple pour détecter des effets au niveau moléculaire. Donc ils sont conçus pour avoir plus souvent des résultats positifs. Comment on peut utiliser ça dans notre prise de décision? Je vois qu'ici, je suis à 15 minutes. Peut-être que je vais accélérer un petit peu la présentation. Donc, il existe quelques exemples où les méthodes ont eu un certain succès. Là, on en a parlé, il y a des QSAR pour l'environnement. Il y a aussi quelques méthodes combinées avec des QSAR qui ont été utilisées pour
pour la sensibilisation cutanée. On a travaillé, encore une fois, je répète, on a travaillé avec le CDE pour avoir les guidelines qui prennent ça, en compte. Mais donc il y a ces succès, et Sylvain aussi, on a parlé tout à l'heure, mais le plus grand défi, le plus grand problème, c'est quand on s'attaque à des effets complexes ou la toxicité systémique. Donc, il est difficile actuellement d'avoir un remplacement en entier, 1 à 1, dans le cadre réglementaire actuel, et ceci pour différentes raisons. Donc, la première, c'est que les exigences en matière d'information, elles sont directement liées à des tests in vivo. C'est écrit dans la réglementation, dans les annexes de la réglementation de REACH. Les dispositions du règlement relatives aux adaptations, les adaptations, c'est quand on peut utiliser une information qui n'est pas un test animal, on l'adapte par une autre information. Dans le texte de loi actuel, on suppose une équivalence très complète en ce qui concerne le niveau d'information pour pouvoir faire le risk assessment, l'évaluation du risque et la classification. Donc il y a tous ces problèmes qui sont bien connus, qui ont été discutés auparavant et auxquels on fait face nous aussi. Mais il y a aussi quelques opportunités, et des possibilités que nous essayons d'explorer pleinement à ECA. Comment intégrer les méthodes alternatives dans le système réglementaire actuel et pour soutenir le grouping read across, et qui sont actuellement vraiment sous-utilisés par les déclarants, en voyant qu'il y a beaucoup de déficiences dans la justification, et en ne pensant que l'utilisation des données de toxicocinétique et de ADME peut aider dans ce registre-là, que le grouping read across sera plus accepté si on a des données qui vont faire le lien entre des informations entre différentes substances. Là, ce sont par exemple des domaines où on voit que on veut voir les NAM progresser. Vous avez vu tout à l'heure que dans la révision de REACH, il y aura les données sur la toxicocinétique et les ADME. On voudrait aussi voir une meilleure utilisation des données, non seulement utilisant les données de REACH, d'accord, c'est la plus grande base de données sur les produits chimiques au monde, mais aussi en combinaison avec d'autres données, par exemple les données sur les produits pharmaceutiques. Et pour cela, nous travaillons à des méthodes de harmonisation de manière à pouvoir utiliser des données de différents secteurs. Et nous avons investi pour que Euclid soit un format standard pour l'échange des données entre différentes agences, différents secteurs. Là, vraiment très rapidement, je vais vous donner quelques exemples des NAM utilisés pour l'évaluation de risque. Donc, à ECA, on utilise les NAM. Donc, ça, c'est le travail interne. Donc, en gros, trois secteurs. Donc, on l'utilise pour l'évaluation de dossiers, pour vérifier ou reproduire les prédictions qui sont soumises à l'agence dans le cadre de dossiers d'enregistrement, donc les adaptations suivant l'annexe 11 de REACH, et aussi pour vérifier s'il existe un potentiel pour un effet donné. Donc, on l'utilise aussi dans l'évaluation de substances, donc pour soutenir l'évaluation des experts en fournissant par exemple des prédictions spécifiques, des prédictions sur un profil toxicocinétique ou alors en donnant des prédictions sur le potentiel d'effet sur le système endocrinien en utilisant des données au débit ToxCast par exemple, et aussi pour l'évaluation de l'équivalence dans le règlement sur le biocide pour prédire et comparer les profils de substances qui sont l'équivalence entre une substance source et une substance référence. Là, encore une fois, je voulais vous parler encore très brièvement de deux
de deux cas d'études que nous avons dans le consortium APCRA. Nous avons, ça c'est un travail qui a été publié il y a quelques années, où l'objectif principal de cette étude était de comparer les valeurs références basées sur des prédictions de bioactivité, donc in vitro, d'une façon rétrospective, des prévisions d'exposition et des valeurs de référence traditionnelles, pour voir si on peut utiliser des méthodes in vitro ou des informations in vitro sur la bioactivité pour faire une évaluation du risque de ces substances. Donc ça c'est une étude rétrospective. On a utilisé que des données ToxCast de l'EPA, de l'Agence américaine de l'environnement, et nous avons observé qu'on a pour une grande majorité, 90%, on a trouvé qu'il y a une évaluation, on pouvait faire une évaluation assez conservative du risque. Donc, encore une fois, cette étude était rétrospective, utilisant des données d'une batterie de tests déjà existantes. Nous avons voulu savoir si on optimisait ces tests-là en incluant des nouvelles technologies, pas présentes dans ToxCast, par exemple, en utilisant des transcriptomics ou alors en utilisant des méthodes in vivo augmentées. Donc, on va entendre parler souvent de ça, des méthodes in vivo augmentées, c'est-à-dire ce sont des méthodes in vivo qui vont utiliser une durée d'exposition beaucoup plus courte que les test guidelines, donc les 422, 408, 90 jours, 28 jours. Mais on va les augmenter par des tests de transcriptomique ou de métabolomique. Et ça va nous permettre d'avoir encore plus d'informations. Ça va réduire le nombre d'animaux utilisés dans les tests. La durée d'exposition aussi va être diminuée. On va avoir beaucoup plus d'informations. Donc, c'est quelque chose qu'on a essayé d'utiliser dans la deuxième étude, qui est l'étude prospective. Et donc, on a eu déjà les résultats de la phase 1 de cette étude qui sont assez prometteurs. Et nous allons commencer la phase 2 qui est la génération de données in vivo avec des tests in vivo augmentés. Donc, en résumé, je pense que nous voulons tous un système où les essais sur les animaux sont réduits au minimum ou complètement abolis, mais en même temps, on veut avoir ce même niveau de protection ou encore un niveau plus élevé. On a vu qu'il y a des défis qui sont liés à la réglementation elle-même, et parce que même dans la réglementation, le système est basé sur des tests animaux. On a des défis, des difficultés scientifiques, surtout quand il s'agit de remplacer des méthodes des méthodes complexes où on parle de toxicité systémique. Mais on a démontré qu'il y a quelques opportunités pour le moyen terme, par exemple, toutes les informations qu'on peut utiliser dès maintenant pour aider dans le système actuel, par exemple, plus de données sur la toxicocinétique, plus de données in vivo augmentées. Et on doit réfléchir aussi à le remplacement au long terme. Et pour cela, on doit avoir des changements de la réglementation qui est en train de se faire maintenant, mais aussi des avances scientifiques. Et là, on va parler, tout à l'heure, on aura un aperçu de tous les développements de nouvelles méthodes, par exemple, dans Parc. Juste pour finir, notre prochain rapport sur l'utilisation des méthodes alternatives, nous publions tous les 3 ans. Donc, le rapport suivant l'article 117.3 de REACH va parler beaucoup de nos efforts que nous faisons à ECA pour promouvoir ces méthodes-là. Et Sylvain aussi a parlé tout à l'heure de la roadmap européenne sur les NAMS. Et là, on travaille vraiment très étroitement avec les services de la Commission européenne pour avancer sur ce sujet. Je vous remercie de votre attention et on discutera tout à l'heure si vous avez des questions après la fin de toute présentation. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation dans laquelle il
Il y a vraiment beaucoup de choses qui, je l'espère, seront discutées plus tard. Après la prochaine présentation de Monsieur Georges Casse de l'EFSA, qui va nous parler du chemin vers l'acceptabilité réglementaire des NAM.